Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. 300 à 350 bébés naissent prématurément chaque année au pays. Une épreuve pour les parents comme pour bébés, on en parle. C'est un début de vie particulier inattendu pour bébé comme pour les parents. Naître bien avant terme, une situation qui peut susciter des inquiétudes. La prématurité, comment est-elle prise en charge ici en Nouvelle-Calédonie? Quel accompagnement médical? Docteur Marie-Ève Mouliès, chef de service néonatologie au Médipôle, répondra à toutes nos questions. Être accompagné, écouté dans cette épreuve, c'est également le rôle de l'association Nos bébés kangourous, présidée par Ophélie Muret. Elle témoignera également de son vécu. Et pour finir, Anne Latas nous emmènera du côté de Thio avec sa chronique Environnement de l'œil. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Ophélie Muret, vous avez vous-même accouché prématurément. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous apprenez que vous allez accoucher avant terme? Une grande détresse pour commencer, beaucoup de culpabilité aussi parce que on se sent un petit peu investi d'une mission quand on est maman et qu'on porte un enfant, c'est de tout faire pour le faire naître dans les meilleures conditions possibles, et puis finalement on a failli à notre rôle, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le ressent en tant que maman. Exactement. Donc beaucoup de culpabilité et puis forcément une grande appréhension de la suite, de comment va se développer mon enfant et de toutes les questions qui peuvent s'en suivre. Docteur Mouliès, à partir de quel moment on considère qu'un bébé est prématuré? Alors, on considère qu'un bébé est né prématurément lorsqu'il naît avant 37 semaines d'aménorrhée, ce qui correspond à peu près à 8 mois, un peu plus de 8 mois de grossesse. Mais dans cette catégorie de prématuré, il y a différents niveaux de prématurité. Oui. Il y a ce qu'on appelle la grande prématurité, qui sont avant 32 semaines, c'est-à-dire 7 mois de grossesse, l'extrême prématurité avant 6 mois de grossesse, et puis après la prématurité plus simple, sans que ça soit très simple, à partir d'entre 7 et 8 mois de grossesse. Alors je le disais au début, 300 à 350 bébés qui naissent prématurément. C'est un chiffre qui évolue comment? Qui stagne, qui évolue? C'est un chiffre qui est extrêmement stable. À 50 près, c'est stable depuis plusieurs années. Par contre, ce qui évolue un peu, c'est il y a plus de très grands prématurés. Enfin, en tout cas, on les prend plus en charge. On a entre de très grands prématurés, donc moins de 7 mois de grossesse. On a à peu près aux alentours de 70 et des fois des années, on a eu 80 enfants. Ce qui représente à peu près un pourcentage de naissance? Alors, la prématurité en elle-même, elle représente à peu près 8%. Les grands prématurés, c'est à peu près 3-4%. Ophélie Muret, vous présidez l'association Nos bébés kangourous. Pourquoi le nom bébé kangourou? Alors, c'est un nom qu'on a beaucoup réfléchi. Et effectivement, on s'est arrêté sur ce nom-là parce que la méthode kangourou est beaucoup utilisée en néonat. Donc, la méthode kangourou, c'est le pot à pot. C'est quand, alors finalement, bébé préma, mais pas que, même les bébés nés à terme ont besoin de la chaleur du corps du parent et de cette sensation. Et donc, en néonat, quand on arrive en néonat, que notre bébé est hospitalisé, en tout cas quand c'est grand préma, la plupart du temps en couveuse, ils sont dénudés. Et donc là, on nous demande, on nous dit que ce serait pas mal de faire du pot à pot avec bébé. Donc là, ça permet à la maman d'avoir bébé contre elle. Elle est dénudée également, bébé est dénudé, et puis là on passe des heures en pot à pot avec bébé, et c'est un moment fantastique, surtout pour la première fois, quand on a accouché prématuré, qu'on a été séparé de notre bébé, et que là on a cette reconnexion qui se fait, c'est juste incroyable, et donc les parents passent des heures et des heures en néonat à faire ce pot à pot, et ce pot à pot s'appelle donc la méthode kangourou. Donc on s'est appelé Nos bébés kangourous. Et là vous avez expliqué, vous avez commencé à aborder, mais l'objectif de votre association, c'est bien d'accompagner les parents? Alors on a 4 grandes missions. La première mission, c'est le soutien, l'écoute avec les parents. Donc notamment, on fait tous les premiers mardis du mois, on va en néonat et on rencontre les parents qui ont besoin de parler entre parents, vraiment sur le vécu, l'expérience
entre parents de préma. La deuxième mission, alors nous, on l'a appelée améliorer le mieux-être hospitalier des parents au sein de la néonate. Parce que les bébés, qui sont les patients, évidemment, sont extrêmement bien pris en charge par le service de néonate. Les parents sont les accompagnants, ils sont au chevet de leur enfant H24 pour certains. Et donc là, notre volonté absolue, c'était d'améliorer ce quotidien pour les parents. Donc ça passe par pas mal d'actions au sein de la néonate. Et puis les 2 dernières missions, on a un volet d'assistance juridique et administrative pour les parents, essentiellement pour les mamans, pour toutes les questions qui concernent le congé maternité, les allocations prénatales, etc., pour un petit peu les soulager de cette lourdeur administrative parce qu'on a autre chose à penser quand on est dans les couloirs de la néonate. Et le 4e volet qui nous tient particulièrement à cœur, ça a été alors je parle au passé parce que c'est de moins en moins vrai, on a réussi de plus en plus cette mission, c'était de sensibiliser les institutions et le public de Nouvelle-Calédonie à connaître ce sujet de la prématurité et puis surtout à le reconnaître et à faire en sorte de voter des lois qui permettent d'alléger aussi le quotidien des mamans. Et ça a été le cas très, très, très récemment avec un projet de loi qui est passé au Congrès. On va en parler un peu plus après. Alors, je vous propose déjà de poursuivre et de regarder ce reportage. Il a été réalisé au sein du service Néonat, un reportage de Maëlys Vézia. Au lieu de naître autour des 39 semaines, soit à 9 mois de grossesse en moyenne, Aleya a vu le jour à 26 semaines seulement. Elle fait donc partie des grands prématurés. Depuis près de 2 mois, elle est prise en charge au service néonatologie du Medipôle, qui l'aide à se nourrir et à respirer. C'est des bébés qui ne sont pas matures sur le plan respiratoire au niveau des poumons. Donc du coup, on les aide avec des soutiens ventilatoires. Également sur le plan de l'alimentation, par exemple cette petite elle a une sonde gastrique, donc c'est une sonde qui va directement dans son estomac. C'est une petite qui a un gros parcours parce qu'elle est née vraiment tôt, mais pour son terme là qui se débrouille quand même très bien. Même au niveau de son comportement, elle est très éveillée, elle se regroupe bien, donc voilà, une petite championne. Ce support technologique est donc essentiel pour recréer l'environnement du bébé lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, mais il ne fait pas tout. Le développement du nourrisson est renforcé par la participation active des parents, notamment grâce à la pratique du pot à pot. Le pot à pot, c'est un vrai soin. On a vu selon des études qu'il permet de mieux respirer, la fréquence cardiaque du bébé se stabilise, il digère mieux, il se réchauffe, ça crée un lien, ça valorise, ça stimule la montée de la lactation. Nous, on va pallier à tout ce qui est médical, technique, mais tout ce qui est calinothérapie, ça, c'est les parents qui l'apportent. Ils ont un regard que nous, on n'a pas. Cette triade enfant-parent-soignant, accentuée depuis ces 5 dernières années, fait ses preuves. Elle permet de réduire drastiquement les séquelles par la suite. Pour un prématuré qui atteint les 28 semaines, le taux de mortalité chute à moins de 10%. On est impressionné par la capacité des bébés. Ils ont énormément de capacité. Même un bébé qui fait 500 grammes a des compétences qui sont incroyables. Et chaque jour, on le constate, qu'ils subissent des soins, ils subissent des actes qui sont particulièrement désagréables et ils font ça avec une force énorme. J'aime l'idée d'être une petite fée marraine au-dessus de leur lit. Il ne se rappellera pas de moi, mais par contre, je me rappellerai de lui. Et ça, c'est quelque chose qui me touche. Il y a de vrais battants et de vraies battantes. On le voit, le travail entre le corps médical, les parents est primordial pour le bien du bébé. Vous allez vraiment dans ce sens ? Oui, enfin, j'ai bien aimé le mot triade parce qu'effectivement, on a besoin des 3 et on peut pas prendre en charge des bébés sans l'aide des parents. Et bien sûr, les parents sont notre aide et autant les médecins que les infirmiers. Et je pense qu'il y a un rôle. Moi, je pense souvent, et ce que je dis, c'est que les soignants et les parents, ils ont un vrai pouvoir d'améliorer le devenir pour toute la vie de leur bébé prématuré. Et c'est vrai que on a besoin de tous, quoi. Quelles sont les causes d'un accouchement prématuré ? Est-ce qu'on peut prévenir la prématurité ? Alors, les causes, il y a beaucoup de causes, mais les causes principales, c'est des causes qui peuvent être liées directement à la grossesse, c'est-à-dire des problèmes de tension, des problèmes de diabète qui sont à la grossesse, qui vont être plus à risque de prématurité. Il y a aussi beaucoup de causes infectieuses, et après, il y a des causes plutôt liées à l'enfant. Et la meilleure prévention qu'on peut faire de la prématurité, d'abord, c'est un suivi de la grossesse, parce que si on dépiste des anomalies dans le suivi, notamment les anomalies de tension, de
diabète, on peut les prendre en charge précocement avant qu'il y ait de retentissement et de cause pour délétère chez le bébé. Après, il y a aussi dans l'environnement, la prévention de la prématurité passe aussi par l'environnement de la mère et la protection de la mère, j'allais dire. Il faut faire attention aux femmes enceintes, qu'elles ne soient pas soumises au stress, à la violence, parce que ça on sait que c'est facteur ça aggrave la prématurité. Et puis après, il y a aussi tout le quotidien des mamans c'est très important de pouvoir faire attention à tout ça. Donc la prévention, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose de capital. On ne peut pas prévenir toutes les grossesses nées prématurément, mais une partie pourrait être évitée si on arrivait à prendre en charge de façon optimale les grossesses. Après, il y a aussi quelque chose de très important, c'est la consommation de toxiques pendant la grossesse, et notamment l'alcool, est délétère pour les enfants. Et ça, c'est l'alcool, le tabac, le cannabis. Ça, c'est très important que les mamans soient conscientes. L'alcool, c'est zéro alcool. C'est zéro. L'alcool, en fait, c'est zéro alcool, parce que l'alcool, ça impacte de façon négative sur le développement du cerveau du bébé. Et des fois même des très petites quantités d'alcool. C'est vrai que c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment... Il ne faut pas se dire un verre, ça va. Non. De zéro alcool. Zéro alcool, ça c'est clair. Ophélie Muret, ces premières heures, ces premiers jours avec bébé prématuré, comment vous les avez vécus et qu'est-ce qui vous a permis de tenir le coup ? Alors, c'est très particulier comme moment. On est dans un état émotionnel qu'on n'a jamais connu avant. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais connu avant. On a... Pour quelques mamans, et ça a été mon cas d'ailleurs, j'ai été séparée pendant plusieurs heures de mon bébé. Donc déjà, il y a ce petit temps où on n'est plus enceinte alors qu'on devrait encore l'être, où on doit passer d'un état de « je me bats pour qu'il reste dans mon ventre » à « finalement il est né, il faudrait que je sois heureuse de cette naissance » parce que c'est comme ça que normalement qu'on vit une naissance. Et puis non, c'est les mamans de prématurés, souvent le jour de la naissance de leur enfant, c'est pas le plus beau jour de leur vie pour elles. Et donc effectivement, après, c'est toute une phase d'appréhension qu'on a quand on rentre en néonate, parce que c'est un environnement qu'on ne connaît pas du tout, c'est très médicalisé. Donc on finit par rencontrer bébé, et puis de plus en plus, on se sent investi de notre rôle de parent, de maman. J'ai quand même souvent tendance à dire que je me suis d'abord sentie infirmière avant de me sentir maman. Mais ça arrive, avec tout ce qui est mis en place au sein de la néonate, le fameux pot à pot, l'allaitement par la suite aussi pour les mamans qui peuvent allaiter, ça permet de plus en plus de s'investir de son rôle de maman, même si c'est très particulier comme environnement pour devenir parent. Mais c'est possible ça, du coup. Bien sûr, oui, évidemment. Pour un bébé prématuré. Le quoi, pardon ? L'allaitement, c'est possible. Ah, l'allaitement, oui. Alors, l'allaitement, c'est possible. Mais, oui. C'est fortement encouragé. Marie-Ève en parlera mieux que moi sur les bienfaits de l'allaitement. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une maman qui accouche prématurément, elle n'est pas forcément en capacité d'allaiter. Enfin, le corps est fait comme il est. Donc, il y a des mamans qui peuvent y arriver, d'autres qui n'y arrivent pas. Donc, déjà, retirer la culpabilité des mamans qui n'arrivent pas à allaiter malgré le souhait qu'elles ont. Et puis ensuite, surtout, quand on parvient à avoir du lait, bébé, dans le cas des grands prémas, très grands prémas, ne sont pas encore en capacité d'avoir la succion, déglutition. Donc, ils ne peuvent pas téter. On ne peut pas les mettre au sein tout de suite. Donc, les mamans vont devoir tirer leur lait toutes les 3 heures au sein du service. La nuit, si elles partent, faut mettre le réveil, il faut tirer le lait quand le bébé n'est pas là. Et puis, c'est mis dans une petite sonde qui va jusqu'à l'estomac de bébé. Et bébé est nourri comme ça pendant plusieurs semaines. En tout cas, mon fils, par exemple, c'est plusieurs semaines. Puis un jour, arrive la récompense, on parlait de compétence, c'est vrai, de cette petite compétence que bébé acquiert. Et alors, bien évidemment, on le met quand on est en pot à pot, on essaye de le stimuler avec le sein, pas très loin, etc. Et un jour, effectivement, cette récompense, il s'accroche et il commence à téter. Alors, c'est quelques gouttes, finalement un peu comme un bébé né à terme au final. Mais voilà, on commence à sentir l'allaitement qui prend forme, qui arrive, et on tire de moins en moins notre lait. Et puis, on bascule vers un allaitement comme une maman qui a accouché à terme. Et ça, c'est fantastique. Et ça participe énormément, je pense, au lien d'attachement qu'on peut créer avec un bébé prématuré, parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi de créer du lien avec bébé dans un service de néonat. Oui. Là, ce que je comprends, c'est que c'est un combat qui se fait pas à pas de chacun, j'ai envie de dire.
Oui, oui, je pense que Ophélie en parle très bien. Hein. C'est effectivement un combat de tous les jours. Et toutes les petites choses qu'on fait tous les jours pour éviter de déranger bébé quand il dort, et essayer de limiter les soins douloureux, comme parlait l'infirmière, d'essayer de le protéger le plus, eh bien, il va pouvoir développer son cerveau de façon plus harmonieuse. Il faut savoir que le trimestre, le dernier trimestre, qui ne fait pas in utero, qui va faire avec nous dans la couveuse, c'est quand même un trimestre où le cerveau se développe énormément. Et donc, il se développe sous nos yeux, en fait. Et pour qu'il puisse développer de façon la plus harmonieuse possible, il faut qu'il y ait le moins de gestes douloureux, de gestes stimulants, de lumière très forte, de bruit. Donc, tout ça, on essaie de les protéger. Et l'endroit où on est le mieux, c'est dans les bras de son papa ou de sa maman. Et donc, c'est vrai que le pot à pot, je pense que maintenant, il n'y a plus besoin de prouver. Et en fait, l'enfant, du coup, est plus apaisé, il a un sommeil de meilleure qualité, et du coup, son cerveau se développe de façon plus harmonieuse. Et c'est ça, vraiment, c'est ce pouvoir-là qu'on a de permettre au cerveau du bébé, qui est sous nos yeux, de se développer de façon harmonieuse. Et du coup, de limiter le maximum les séquelles de la prématurité. On voit aussi, par rapport à la prise en charge médicale, autant avec les soins, mais aussi avec les machines que vous avez. Oui, alors on a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir un très haut niveau de technique. On a des ventilateurs, on a des appareils pour soutenir la ventilation qui sont très performants et qui sont les mêmes qu'on peut trouver ailleurs en Europe, en métropole. Et on a aussi un équipement de qualité, ça c'est sûr. On se prépare tout à un accouchement à terme à voix basse, hein, c'est ce qu'on se dit. Là, c'est un scénario qu'on n'imagine même pas et qui suscite de l'inquiétude. Comment aidez-vous les parents sur ce point ? Alors, par le fait d'en parler, déjà. Alors, effectivement, c'est pas un scénario qu'on envisage d'emblée. Et puis, faut pas penser qu'à ça, parce que la plupart du temps, on arrive à mener une grossesse à terme. Oui. Mais effectivement, en parlant, en sensibilisant, notre entourage aussi, qui va connaître quelqu'un, permettre de faire connaître le sujet, parce que finalement, on en parlait juste avant, la prématurité, par sa définition, elle est inattendue. Donc c'est assez difficile pour nous de pouvoir repérer des mamans qui vont accoucher prématurément et d'être sûres qu'elles accouchent prématurément. Ça nous est arrivé d'avoir des mamans à qui on a dit peut-être que vous allez accoucher, c'est un risque. Donc elles ont pris contact avec nous. On l'a, du point de vue parent, évidemment, on leur a expliqué ce à quoi elles pourraient être confrontées en tant que parents. Et puis finalement, elles ont mené des grossesses à terme et c'est merveilleux, c'est génial. C'est le plus beau cadeau, nous, à chaque fois qu'on a, c'est de dire finalement, j'ai accouché à 38. Oh, trop bien, génial. Mais voilà, c'est vrai que c'est la difficulté, c'est qu'on ne sait pas si on va accoucher prématurément ou pas. Donc c'est difficile d'en parler aux mamans avant, parce que c'est quand même très délicat comme sujet. Oui, parce que ça reste dans la tête aussi. Ouais, et puis de dire potentiellement, votre bébé peut faire 1 kilo, il peut être intubé, etc. Ouais, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre quand on est enceinte. Docteur Mouliès, combien de temps reste un bébé prématuré en néonat ? Ça dépend en fait du terme de naissance. Généralement, ils finissent la grossesse avec nous en fait, puisque pour pouvoir sortir, il faut qu'ils soient capables de s'alimenter de façon autonome, donc de téter de façon autonome, et puis sans faire d'événements, c'est-à-dire sans ralentir son rythme cardiaque, sans désaturer. Donc ça, c'est des compétences que le bébé va acquérir aux alentours du terme. Donc généralement, entre 36 et 38 semaines. Après, il y en a qui jouent des prolongations parce que quand ils ont eu des parcours difficiles, c'est des enfants qui vont prendre plus de temps pour acquérir toutes ces compétences, ce qui ne veut pas dire qu'ils les acquériront pas et puis qui ne veut pas dire qu'ils vont aller pas bien après. Mais en gros, ils finissent la grossesse avec nous, quoi. Dans tous les centres hospitaliers, les bébés prématurés sont pris en charge ? Comment ça ? À Nouméa comme au Nord ? Ah non, il y a on est le seul service de néonatologie à Koné, là où, parce que il y a une maternité, mais il n'y a pas d'hospitalisation de nouveau-né. Donc dès que l'enfant doit être hospitalisé, qu'il naisse prématurément ou même à terme et qu'il ait une raison d'être hospitalisé, il est transféré au Médipôle. Alors, malheureusement, tous les bébés ne survivent pas et c'est la crainte première des parents. On n'est jamais prêt pour ce genre de nouvelles. Comment on fait ?
Comment vous faites? Moi, c'était ma crainte première, d'autant que c'est un sujet qui n'est pas connu. Donc moi, j'ai accouché aujourd'hui, j'ai eu la chance d'accoucher à 31 semaines. Finalement, on sait aujourd'hui que 31 semaines, bébé ira certainement bien. Mais c'est la première crainte. C'est la peur, effectivement, que bébé parte. Et ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, mon fils a 7 ans et c'est toujours quelque chose, je sais, qu'il y a un poids que je porte et que je porterai, je pense, à vie, finalement. Donc, je pense que ça soit un bébé prématuré ou un bébé à terme, on n'est effectivement jamais préparé au décès d'un enfant. On peut être préparé au décès d'un parent, mais rarement, jamais d'un enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on est dans des termes extrêmes, c'est-à-dire vraiment à 5 mois de grossesse, la mortalité, elle est très importante. Elle est à peu près un enfant sur 2. Mais très vite, quand on arrive après 6 mois de grossesse, on est à moins de 10% de décès. Et globalement, c'est 3%. Donc, c'est quand même pas beaucoup, même si pour les gens à qui ça arrive, on sait que c'est quelque chose qui est dramatique. Et en fait, après, nous, déjà, on essaie d'expliquer le pourquoi quand ça arrive comme ça. On essaie de faire en sorte que ça soit le moins douloureux possible en essayant de faire ce qu'on appelle des soins palliatifs, donc de privilégier des moments où le bébé reste avec les parents. Et puis, on a aussi dans le service des professionnels qui sont formés, on a des psychologues, des pédopsychiatres qui vont encadrer la famille. Mais effectivement, c'est toujours dramatique. Et c'est aussi, pour revenir un peu sur ce que tu disais, c'est en fait des situations où les parents sont très seuls parce que c'est quelque chose qui est peu connu, la prématurité, alors encore plus un décès. Et puis, il y a aussi cette culpabilité. Moi, je crois que si j'avais une baguette magique, je voudrais enlever la culpabilité de toutes les mamans parce que c'est vraiment ça qui est très fort et qui est présent. Je pense qu'il n'y a pas une seule maman qui accouche prématurément qui ne se sent pas coupable, alors qu'elles ne le sont pas. Et en plus, dans ces situations-là, s'il y a un décès, c'est quelque chose qui est encore plus culpabilisant pour les mamans. C'est malheureusement des choses auxquelles on peut être confronté et qui font partie des choses les plus difficiles, mais même pour nous, professionnels. Parce que nous aussi, on culpabilise, on se dit qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Donc il y a aussi une... Naître prématuré implique une notion de fragilité. Est-ce que ces bébés resteront en grandissant? Est-ce qu'il y a des conséquences? Alors, cette fragilité, effectivement, elle est très importante dans les premières semaines d'hospitalisation. C'est des bébés qui restent fragiles, notamment sur le plan respiratoire. Les mois qui suivent l'hospitalisation, d'ailleurs, on prévient, on leur met en place des traitements pour prévenir les infections respiratoires. Après, cette fragilité, plus l'enfant évolue, moins elle est présente. Après, on dit que le statut de grand prématuré, on le perd à 2 ans. Mais souvent, bien avant, les enfants prématurés ont récupéré tout. Ils ne sont pas plus fragiles après toute leur vie. C'est vraiment les premiers temps. Mais c'est aussi important parce que la prématurité, ça ne s'arrête pas quand ils arrivent à terme et qu'ils sortent de néonat. Ophélie le sait bien. Il y a un suivi derrière. Et c'est des enfants qu'on revoit régulièrement, qui sont intégrés dans des circuits de suivi avec le DAMS, avec d'autres partenaires. Et en fait, tout ce qui est mis en place après la sortie va permettre aussi de prévenir d'éventuelles séquelles. Donc tout n'est pas joué à la naissance, loin de là. Tout n'est pas joué à la sortie de la néonate, loin de là. Et le fait de continuer à suivre et à intervenir précocement si on voit des anomalies apparaître permet que la grande majorité des enfants, même nés très grands prématurés, vont bien. Donc, il faut poursuivre les soins chez soi, faire attention à un bébé, autant qu'un bébé né à terme, mais peut-être un peu plus. La différence par rapport à un bébé né à terme, c'est qu'il va avoir des rendez-vous de consultation de pédiatre un peu plus réguliers, qu'il va avoir des bilans psychomoteurs, qu'il va avoir des dépistages auditifs, parce qu'il y a plus de risques aussi d'audition, de troubles d'audition, des dépistages visuels. Donc, ils vont avoir plus de bilans et une prise en charge. Et puis, il va y avoir aussi un focus et une anxiété des parents qui est plus grande. Donc, il va falloir aussi continuer à soutenir les parents. Et c'est aussi le rôle de l'association, même après la néonate, où ils ont besoin aussi d'entendre, d'être soutenus. Alors, on arrive au terme de cette émission. Pour terminer, comment on peut joindre l'association? Alors, par Facebook, on a une page Nos Bébés Kangourous. Donc, vous pouvez nous joindre par Facebook, le Messenger du Facebook, et aussi une adresse mail nosbébéskangourous@gmail.com. On va pas se quitter tout de suite. Je vous propose de poursuivre avec la chronique Environnement de l'œil, présentée par Anne Lataste.
Bonsoir Anne. Bonsoir Falaï. Alors aujourd'hui, tu nous emmènes à Thio. Pourquoi ? Eh bien parce que Thio, c'est beau. Voilà, fin de la chronique. Je suis d'accord. Je plaisante. Non, mais c'est un véritable concentré de trésors naturels. Thio, il faut le savoir, ce sont des paysages de grands sommets et de vallées, avec une variété de sols exceptionnelle qui amène du coup une grande diversité de formations végétales, des récifs de formes variées et originales, dans un lagon de plus de 500 km², qui est aussi un des chemins privilégiés pour les baleines à bosse lors de leur migration. Thio est aussi un lieu de reproduction pour pas moins de 9 espèces de poissons marins emblématiques et souvent pêchés, un lieu de vie pour les dugongs. On y trouve 6 des 9 espèces de chauves-souris recensées dans le pays, 26 genres de coraux classés en risque d'extinction, et tout cela avec des taux d'endémisme pour les végétaux comme pour les lézards à faire pâlir tous les naturalistes du monde. Bref, à Thio, la biodiversité est exceptionnelle et mérite véritablement toute notre attention. Ça donne envie, mais je te connais, ça ne s'arrête pas là. Alors tu me connais bien, en effet, aussitôt souligner le caractère unique et admirable des écosystèmes, il est inévitable de se pencher sur ce qui les menace. Donc tout d'abord, à Thio, les incendies. Depuis 6 ans que l'œil les surveille par satellite, on voit que Thio est la première commune de province sud impactée par les feux incontrôlés. Ils avaient dévasté près de 5000 hectares quand même à Thio en 2019 et quelques centaines chaque année depuis, malgré le phénomène La Niña. Et c'est grave ? C'est préoccupant en tout cas parce que la commune de Thio a peu de moyens d'intervention et que la population en souffre. Quand les incendies se répètent, en fait, ce qui est le cas ici, la nature n'a pas le temps de se régénérer. Et c'est là qu'on perd définitivement les services écosystémiques, les services rendus par la nature et donc par la végétation, comme la capacité d'infiltration de l'eau dans les sols, la protection contre l'érosion, la ressource en eau potable disponible. Et l'exemple de l'incendie qui avait détruit un quart de la réserve naturelle de la forêt de Saille en 2019 est criant parce que d'après la population aujourd'hui, les conséquences se voient déjà au robinet. Et j'imagine qu'il n'y a pas que les feux ? Alors, il n'y a pas que les feux, c'est vrai. En fait, c'est l'addition de toutes les actions humaines qui mettent l'environnement sous pression. Et parmi elles, il y a l'activité minière, en particulier à Thio, puisque c'était vraiment le berceau de l'activité minière. La première mine à ciel ouvert du pays s'est ouverte à Thio il y a 150 ans. Cette activité, comme tout ce qui consiste à enlever la couverture végétale, elle participe à l'érosion qui est déjà intense naturellement dans la région, du fait des reliefs très pentus, de la nature des sols, de la météo souvent extrême. Et on paye aujourd'hui, en fait, le prix de pratiques minières qui ont eu lieu jusqu'en 1975, et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc les choses ont changé aujourd'hui. Les choses changent effectivement. Aujourd'hui, il existe une réglementation, des mesures obligatoires pour éviter, réduire et compenser les impacts de toute activité humaine et un suivi obligatoire de l'impact environnemental qu'on est d'ailleurs en train d'améliorer pour ce qui est de la mine à Thio. De plus, Thio compte 6 aires protégées, dont le parc provincial de la Côte Oubliée. Et tout ça est vraiment très récent au regard de l'histoire minière du pays, donc il va falloir attendre un peu avant d'en voir les effets. Où est-ce qu'on peut en trouver plus d'informations, toutes ces informations ? Comme toujours, Falaï, sur le site de l'œil, tout est disponible gratuitement sur oeil.nc et tout est expliqué en détail dans nos bilans environnementaux de Thio et le prochain sortira en fin d'année. On sera aussi à la foire de Thio les 22 et 23 juillet pour répondre à toutes les questions des téléspectateurs. Faut pas hésiter à venir nous voir, comme l'a fait Lorvina de Kwawa, à qui je dis un petit bonjour parce qu'elle nous avait fait un coucou à la fête du poulpe à Borindy. Salutations Lorvina. Merci Anne, que nous retrouverons le mois prochain. Merci Docteur Mouliès et merci Ophélie d'avoir répondu à notre invitation. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.